5 juin. Toujours dans le même, toujours dans les mêmes conditions, et donc obligatoirement les mots qui vont se déployer seront marqués par ce caractère un peu contraint des lieux et de la position qui est la nôtre actuellement. Donc, une série de petits glissements a fait qu'une chose comme ça surgit à mon esprit, et nous sommes dans un monde, voilà ce qui s'est imposé à moi en ce moment. Il y a une minute et demie. Là, le monde est, j'allais dire, affaire d'interprétation, affaire d'expérience. On fait des expériences, on se rapproche du monde, on se, et puis on voit ce que ça donne. Et en fonction du retour, en fonction des gains obtenus ou plutôt des coûts pris, donc le calcul bénéfice-risque nous impose soit de continuer d'aller vers le monde, soit d'effectuer une sorte de retraite stratégique ou de retraite tout court. Quelquefois, la retraite, elle peut être relativement définitive. Qu'est-ce que le relativement définitif? Voilà un peu une chose que on pense, et donc on estime, et donc c'est obligatoirement quelque chose qui prête à débat, qui prête à controverse. Mais je pense à un moment que quelque part quelqu'un a commis une erreur de jugement, une erreur d'estimation. On est dans le monde, mais on est à l'extérieur de ce monde. Nous sommes, quoi que nous puissions penser, nous sommes entre deux voyages, entre deux dimensions, entre deux destins, le destin de vivant au sens classique du terme, puis le destin de non-vivant, d'éteint, le destin qui est la nôtre quand nous basculons dans la dimension de l'immobilité. Alors, comment peut-on juger de la position d'une personne et juger que c'est une position pour le moins critiquable, si ce n'est plus critiquable bien sûr, mais pour le moins pas étayé. Qu'est-ce qui étaye une explication, une position, une prise de position? On peut dire j'ai pas besoin d'argumenter tant que ça, j'avance ma position et puis celui qui n'est pas content, c'est son problème. Non, c'est à un moment donné, on doit basculer dans le monde. Je refuse de prendre position. Voilà. Je m'abstiens de toute prise de position. C'est aussi une forme de position, mais c'est mieux que de prendre position parce que ça ramène à une époque où l'on pensait avoir le pouvoir de décider et de trancher. Or, ce pouvoir n'est en fait qu'une forme de, j'allais dire, on ne sait pas ce que
va, euh, ce qui va suivre après notre décision. Si on adhère à une chose, on ne connaît pas les conséquences. Si on refuse d'y adhérer, on ne connaît pas non plus les conséquences d'un tel refus. S'engager, ne pas s'engager, c'est porteur de risque. Faut-il chérir et dire je vais là où il y a le plus de risques, parce que c'est là où je vais pouvoir faire preuve, faire montre d'un talent certain. Je sais que j'ai le talent de faire face au risque. Mais en tout cas, prendre position, c'est être encore dans l'idée d'une forme de puissance. J'ai la puissance de refuser, de rester dehors, de m'abstenir, de regarder les autres faire, mais de ne pas participer à leur gesticulation. Ah, il y a entre soi un soi qui, voilà, d'une certaine façon, s'estime un peu au-dessus de la mêlée, au-dessus du panier, etc., etc. Et quelque part, il y a là une très forte estime de soi. Il faut aller quelque part, il faut aller dans le sens du courant. Sinon, lutter contre le courant, ça ne sert à rien, à moins que ce soit totalement, je veux dire, qu'il n'y ait pas d'autres possibilités. Mais là, il y a moyen d'accompagner le courant. Il y a certains qui accompagnent le courant avec souplesse, en anticipant, en ayant, et puis d'autres qui un petit peu à chaque coup vont se prendre un obstacle, voilà, quelque part, certains vont échouer alors qu'en fait ils pourront pas faire le voyage jusqu'à très longtemps. Accompagner le courant ne veut pas dire faire comme tout le monde, ne veut pas dire se laisser sans réagir. On décide que l'on va rester sur une trajectoire. Et en fait, on corrige notre trajectoire par juste ce qu'il faut parce qu'on veut aller jusqu'au bout du voyage, jusqu'au point final de ce courant porteur, jusqu'à peut-être l'origine des choses, l'origine de tous les courants, l'origine de tous les mouvements. Nous sommes dans le monde et le monde nous impose des choses. Nous sommes dans le monde nous impose des choses qui peuvent nous impacter de façon forte. J'ai un voisin, j'ai une voisine, simplement, je ne peux pas être à l'aise dans milieu d'habitation. J'ai quelqu'un qui crie, je ne peux pas arrêter le cri, et pourtant, je dois vivre avec ce cri. J'ai quelqu'un qui joue au chef du quartier qui veut un peu dominer tout le monde. Il crie, il apostrophe, il dit, et moi je suis là sans réaction. J'ai une porte, simplement, une porte qui claque trop fort. Cela fait des années, cela fait une éternité. Mais je me demande, mais pourquoi je n'ai pas réagi? Est-ce qu'il faudrait que je sois à l'origine d'un code qui imposerait que l'on fasse en sorte que les portes d'entrée ne claquent pas trop fort? J'ai cette porte, j'ai ce portail qui grince. Ah, il faudrait une loi pour que tous les gens retiennent la porte, pour qu'elle ne claque pas. J'ai des désagréments à n'en plus finir. J'ai les mythes qui reviennent à chaque printemps. J'ai les mythes des vêtements, j'ai les mythes alimentaires. Je dois rester en vigilance. Faire face aux cafards, faire face aux punaises de lit. Je dois rester.
Qu'est-ce que je dois faire? Nous sommes dans un monde où, quoi qu'on nous fassions, nous ne pouvons pas jouir d'une forme de, comment dire, de cohabitation avec soi-même. Je me fais mon monde, c'est moi-même. Et je peux jouir de cette proximité autant que je veux sans être dérangé par rien. Je fais face à moi-même. Je fais face, je regarde, je me regarde. Je regarde l'éclat de mon regard. Et j'interroge. Est-ce moi, est-ce quelqu'un d'autre? Est-ce que nous ne serions pas deux à habiter ce corps? Est-ce que nous ne serions pas trois, quatre, cinq? Nous ne serions pas une pluralité? Est-ce que c'est ça mon corps? Est-ce que ça, cette main, c'est la main que ma mère m'a laissée, que l'autre mère m'a laissée? Une mère de la famille, de la lignée, mais lointaine, que je n'ai pas, que je ne pouvais pas connaître. Et cet angle, est-ce que c'est l'angle du grand-père, du grand-père, du grand-père, est-ce dans cette dans ce rapport d'intimité avec soi-même, ou quand je dis quelque chose, ou quand je pense à une chose, j'ai le temps de voir comment elle évolue, de suivre son écho, de suivre ses déplacements, de suivre ses divers interactions. Voici une idée, elle interagit avec une autre, et moi je suis là, je m'observe de l'intérieur. C'est une position un peu paradoxale, l'observer, observateur, ou l'observateur observé, comment on peut se diviser en deux, ou plus, comment on peut se partager. Donc, nous sommes dans un monde où fondamentalement, nous avons l'impression d'être de bénéficier d'une forme de paix presque éternelle. Voici qu'une chose est en train d'émerger quelque part à des milliers de kilomètres. Et cette chose, elle va avancer lentement, lentement, jusqu'au moment où elle va venir à nous. Quelqu'un qui n'est pas encore né, qui va venir fouiller dans mes affaires. Voici une chose qui peut nous bouleverser de façon définitive. Voici quelqu'un qui n'a pas encore été pensé, même désiré. Et voici que quelque part dans le néant, c'est là-bas une chose qui va venir à moi pour me dire, pour me tenir à des propos qui vont me blesser. Mon petit, tu viens d'apprendre la langue. Moi, la langue, c'est mon domaine. Depuis, tu choisis de la langue. Tu choisis ce qui peut blesser. Mais mon petit, mon jeune, mon frère, celui qui vient d'être invité dans le monde, tu n'es pas encore tout à fait dans le monde. Alors sache, garde une forme d'humilité. L'humilité est une chose nécessaire, indispensable. Voilà que je commence à perdre la concentration. Donc, nous sommes dans un monde fondamentalement, voilà, donc quand je parle du lointain, évidemment, je pense par exemple à celui qui viendrait, pour donner un exemple concret, qui viendrait d'Europe de l'Est, et qui viendrait parce qu'il a un besoin de certains équipements, qui viendrait chez toi se servir, ou
quelque chose d'autre qui vient quelque part faire irruption dans ta vie. Voici, nous sommes dans un monde où nous devons accepter, jour après jour, sans manifester aucune opposition. Il y a des gens qui sont là dans c'est presque la vocation que tu as prouvé. Aujourd'hui, un être a été enlevé à la vie, a été retiré. Il n'est pas parti, il a été mis à la porte. il a été comment on dit ça, expulsé hors la vie. Mais ce n'est pas un départ volontaire, c'est un départ forcé. Alors, il est là. Et certains, quelque part, sont là pour lui souhaiter des choses. Surtout, la miséricorde. La miséricorde. Même pour les nouveau-nés, les morts qui n'ont pas eu le temps, les anges aussi, on leur souhaite le pardon et la miséricorde divine. Pas possible. Le nourrisson, il n'a pas eu le temps. Ou alors, on revient vers la notion du péché originel. Oui, le nourrisson, il est lui aussi. Il est lui aussi porteur de cette infamie. Alors, oui, c'est une contradiction dans quelque part, dans les termes où il y a quelqu'un qui parle, et sa parole, elle nous interroge, elle nous questionne, elle nous fait de l'effet, et cet être n'est plus là. Je ne peux pas croire en sa dématérialité. Et oui, pourtant, il est devenu une matière autre. Toujours ce destin, cet avenir, cette perspective. Mais on ajoute un de plus à la liste. Oui, c'était un tel. Alors on pense de façon prosaïque à ces choses qu'il a laissées, à ces papiers, à ces vêtements. A-t-il fait de l'ordre dans ces papiers? Avait-il une écriture lisible? Tenait-il un journal? A-t-il fait un testament? A-t-il? Ou est-ce que tout ce qu'il a laissé derrière lui va être comme ça vendu à un recycleur quelconque? Je suis l'homme qui passe. Je passe à 9h. Je passe à 13h. Je passe. Vous avez quelque chose à vendre? Une veste. Allez, vous avez du papier? J'achète aussi. Vous avez des photos? J'achète. Vous avez des souvenirs? J'achète. Moi, j'achète. Je n'ai pas honte d'acheter ce qui a appartenu aux morts. Je n'en fais pas toute une affaire. J'achète et puis je revends. Et les choses comme ça, elles continuent. Hier, cette veste elle a appartenu à un homme qui aimait bien sa veste. C'était un homme qui ne sortait jamais sans cette veste. Il aimait bien aller voir ses amis habillés de cette veste. Et elle lui allait bien. Mais aujourd'hui, il ne peut plus la mettre. Et on ne sait pas quoi faire avec cette veste. Elle va à personne, elle irait à personne d'autre de notre proximité. Alors on va vendre pas cher. On va s'en débarrasser à n'importe quel prix. Alors on négocie un peu pour faire quand même. Regardez la veste. Regardez sa doublure, regardez comment elle est. Elle a été bien entretenue, elle a toujours été lavée soigneusement, lavée, repassée, amidonnée. Oh, regardez cette veste, je vous en donne 40 centimes. C'est une honte, 40 centimes pour une veste pareille.
si vous voulez, 50. Mais cette veste, elle vaut 1000 millions. Cette veste, non, elle vaut 50 centimes. Puisque c'est vous, je monte jusqu'à 60. C'est mon dernier prix. Allez. Ah, ça nous fait mal. Mais prenez-la à 60 centimes. Est-ce que vous vous rendez compte d'une chose pareille? Vendue à 60 centimes d'une monnaie quelconque. C'est peu, très peu. Il n'y a aucun rapport entre la valeur de la veste, la valeur symbolique de la veste, la valeur presque testimoniale de la veste, ou testimonielle de la veste. Voici donc, nous sommes dans un monde où nous devons continuer de nous nourrir. Voici du pain, voici du liquide. Voici une chose, nous devons continuer. Jusqu'à quand? Pourquoi faire? Ce sont les questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Nous pouvons tenter des réponses, hypothèse après hypothèse. Nous essayons d'avancer. Quand on a abandonné le grand plan divin, Dieu peut-être essaierait de faire en sorte de tester les humains pour en extraire les plus méritants. Une élite des élus. Voilà. Dieu essaie de faire émerger des élus de toute cette masse. Donc, il teste tout le monde. Nous sommes ici bas pour être testés, pour être estimés. Avons-nous les valeurs, avons-nous les qualités nécessaires pour aspirer à l'élévation, pour aspirer à finalement à résider auprès de Dieu, ou à tout le moins quelque part dans les demeures célestes, car évidemment Dieu ne tolère aucun voisinage. Dieu a besoin d'une zone à lui propre, mais quelque part là-haut dans l'espace doit bien y avoir une place. Oui, une petite place. Comme d'habitude, nous n'avons droit qu'à des petites places. Nous ne devons pas nous estimer plus que ce que nous valons, ce que nous sommes. Nous sommes petits. Un peu petits, un peu grands. Tout dépend de l'échelle de référence, tout dépend de notre système de mesure. Et voilà, nous sommes dans un monde où nous avons des mots que nous avions gardés pour certaines personnes. Mais ces mots, nous les avons réservés, mais jamais trouvé le moment. Jamais trouvé le moment de les faire parvenir à l'intéressé. J'ai pour toi des mots. C'est vrai, maintenant ils sont renfermés. C'est impossible de les réchauffer, impossible de redonner vie. Ils sont comme fossilisés. Les mots, c'est des mots. Peut-être qu'ils étaient gentils, peut-être qu'ils étaient reconnaissants, peut-être qu'ils étaient... Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ce sont des mots que je n'arriverai même pas à déchiffrer moi-même. Alors, j'ai des mots. Nous sommes dans un monde où finalement la nostalgie est une de nos particularités les plus saillantes.
Je suis nostalgique de tant de choses, et surtout des choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Mais cela, je ne sais pas si j'en ressens un vide. Il y a une couleur, il y a une odeur, il y a un goût auquel je suis resté totalement étranger. Je pressens l'existence de cette odeur, de cette couleur, de ce goût-là, mais impossible de pouvoir rendre ça effectif. Quelque part, il faudrait voyager loin, il faudrait quitter ce monde, il faudrait changer de corps, il faudrait changer de dimension pour pouvoir accéder à cette chose qui me reste inconnue. Et voilà, il y a cette part d'inconnu. Alors ça se mesure en quoi? En kilomètres carrés d'opportunités, en kilomètres carrés, en surface infinie d'interaction. Je n'ai pas interagi avec cet inconnu. Je n'ai pas interagi avec cet inconnu qui, lui, est à 10 000 kilomètres, qui ne parle pas ma langue. Mais j'aurais pu interagir avec lui, simplement en m'approchant de lui, en le lisant de façon tactile. Je parcours tes veines, je parcours tes cicatrices, je parcours ta géographie intime et je peux comme ça te connaître. Oui, ta géographie extime et intime. Ainsi, nous sommes dans un monde qui le montre, mais qui ne l'est pas en même temps. Nous avons l'impression de ne pas avoir de pouvoir, d'être réduit au silence, de ne pas compter. Les décisions se prennent à notre échelon. Nous ne faisons pas partie de la classe qui décide, la classe qui tranche, la classe qui guide. Nous sommes des guidés au lieu d'être aussi des guides. Nous sommes emmenés quelque part. Il y a toujours quelqu'un, une puissance quelconque pour nous imposer un choix, pour nous forcer à emprunter une voie. Et nous n'avons pas le choix, car nous sommes faits de la substance, d'une substance qui ne résiste pas, aux injonctions, qui plie très facilement devant la force, devant les ordres. Nous essayons d'assumer ce caractère d'être impuissant. Nous sommes dans un monde où ce qui le plus facile à conclure, c'est notre impuissance. Et son degré, le degré de cette impuissance. Quelquefois, elle nous semble un peu gérable et quelquefois, elle dépasse l'entendement. Nous nous soumettons. Nous sommes impuissants. Impuissants à changer la moindre chose, à notre marche vers le néant, à ce glissement perpétuel
centimètre après centimètre, je me rapproche d'un trou, le trou anonyme, le trou qui va m'accueillir. Et je ne peux rien faire contre cela. Il reste une fraction de temps. Cette fraction de temps, je vais la consacrer à dire non. Un non inaudible, un non sans valeur. Je dis non, non. Simplement, j'exerce mon droit au refus, au refus de principe. Je refuse d'accepter ma destinée. Je suis impuissant, impuissant dans les actes, mais pas dans les paroles, pas dans les pensées, pas dans les souhaits. Je souhaite pouvoir échapper à tout cela, à ce monde, à ces contraintes, à ces voilà, donc nous sommes dans un monde, c'était une petite chose. Alors évidemment, toujours un moment entre le surgissement de l'idée et le passage à l'acte, à l'illustration, ben finalement, ce petit moment fait que la chose se perd un peu. Il n'y a pas de traduction automatique, traduction tout à fait dans l'instant, même si dans l'instant, avec un petit décalage. Et ce décalage suffit pour vider quelque part, pour rendre l'idée un peu moins porteuse, moins inspirante. C'est ça le grand regret de ces choses-là, c'est que c'est une matière, mais en même temps ce n'est pas si grave, puisque par définition, nous faisons partie d'un ensemble qui est composé de choses qui se composent et se décomposent. Et nous avons une chose qui prend forme, mais qu'après perd cette forme. Et c'est ça le destin de toute chose. Perpétuellement, nous sommes en décomposition et recomposition, jusqu'au moment où la décomposition va être la seule réalité. Mais, donc, nos idées, elles se forment comme des bulles, comme des surgissements, comme ça, qui durent à l'instant, jusqu'au moment où ça se dilue quelque part, ça s'annihile, il ne reste plus grand-chose. C'est le destin des émanations, c'est le destin des pensées, c'est le destin des sensations que de disparaître, un peu comme avalé pour laisser place à autre chose, peut-être moins intéressant, mais c'est ça, c'est le destin. Il faut laisser partir les sensations. Il ne faut pas être dans le regret, il ne faut pas essayer. Et malgré tout, donc j'essaie de capter quelque chose de ce moment passager, ce moment passant. Voilà, donc ça a donné ça. Évidemment, c'est un peu en deçà de mes souhaits, mais c'est comme ça.